Alors, salut à toi et bienvenue. Ça y est, finalement, le micro est branché. Ouais, tout va bien. Salut à toi et bienvenue pour cette première vidéo de mon super défi de faire 15 vidéos sur le bioclimatisme en un mois. Donc, moi, c'est Gauthier. Voilà, j'ai cette chaîne YouTube que je viens de créer. Cette chaîne YouTube est liée au blog du même nom, Faisons le mur, faisonslemur.com. Donc, je t'invite à aller faire un tour. Je mettrai le lien dans la description. Et je pense qu'on peut attaquer d'ores et déjà à rentrer dans le sujet. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme tu l'as compris, c'est le confort thermique. Donc dans cette vidéo, j'aborderai plusieurs points. Qu'est-ce que le confort thermique? Quels sont les modes de transmission de la chaleur? Quels sont les paramètres qui permettent de mesurer et d'évaluer le confort thermique? Et puis, je te parlerai des solutions qu'apporte le bioclimatisme à tous ces paramètres. Donc voilà, on va commencer. Le défi, tu l'as compris, c'est une vidéo tous les 2 jours pendant un mois. Le deuxième défi de cette vidéo, c'est que j'arrête d'utiliser la fichue conjonction de coordination. Donc, il faut que j'arrête d'utiliser le mot donc. Donc, tu as le droit de m'aider en comptant les donc de cette vidéo. J'espère qu'à la fin de la série de 15, je serai capable de faire une phrase sans utiliser ce mot. Alors, on commence avec la première chose, le confort thermique. Donc, qu'est-ce que le confort thermique? Je dirais que la meilleure manière de savoir ce qu'est le confort thermique, c'est quand on n'en a pas. C'est-à-dire qu'une jolie phrase qui dit qu'on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant, et bien le confort thermique, c'est pareil. C'est quand on n'en a pas qu'on se rend compte qu'il était là. Donc, tout ce qui n'est pas inconfortable en termes d'ambiance thermique, et ben, c'est le confort thermique. Dans le bioclimatisme, c'est une valeur très centrale, très importante, puisque ce qu'on recherche avec le bioclimatisme, c'est d'être bien au cœur de son habitat et que son habitat soit bien au cœur de l'environnement, etc. Alors, le confort thermique, c'est une chose d'une part qui est mesurable, qui est calculable en fonction de certains paramètres. Dans le bioclimatisme, on s'attache aussi à regarder autre chose qui est le bien-être thermique. Donc, le bien-être thermique, c'est beaucoup plus sensible. C'est plutôt des facteurs de plaisir voilà, qui sont pas très calculables comme les facteurs ou les paramètres du confort thermique. Donc, exemple, tout simplement, en hiver, quand il fait froid dehors, qu'on se balade et qu'il y a un rayon de soleil qui vient nous caresser doucement la peau. Là, on se sent bien, on sent vraiment cette chaleur. Donc là, on est dans une notion de plaisir. Quand on a un courant d'air frais en été qui vient nous rafraîchir, donc là, on est dans la notion de plaisir. Et tout ça, on peut le créer plus ou moins artificiellement, en tout cas, faire en sorte d'éviter tout ce qui dérange ce bien-être thermique. Donc voilà, la définition de confort thermique est à peu près là. Maintenant, on va passer aux éléments de transmission de la chaleur. Alors, quels sont ces modes de transmission? Il y en a essentiellement trois. La conduction, le rayonnement ou radiation et la convection. Donc voilà, on pourrait aussi parler de l'évaporation, parce que c'est vrai qu'en s'évaporant, l'humidité ou l'eau, elle absorbe les calories de la surface sur laquelle elle se trouve, et en condensant, elle restitue ces calories-là. Mais c'est un petit peu, voilà, c'est peut-être un petit peu pointu, c'est pas très, très pertinent, on va dire, mais c'est toujours bon de le savoir. Alors, on va continuer. Décidément, je dis alors plutôt que dire donc, hein. Je suis en train de me rattraper, bon, c'est pas terrible. Alors, la conduction. Qu'est-ce que c'est que la conduction? La conduction, c'est quand tu touches la plaque de la cuisinière et que tu te brûles les doigts. Donc, c'est le passage de la chaleur d'un solide ou d'un corps à un autre corps. La chaleur directe, c'est-à-dire par contact. Tu touches et ça te brûle. Par opposition, il y a les plaques à induction qui, elles, ne chauffent pas. Donc, c'est peut-être un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Les plaques à induction, on peut mettre les doigts dessus, ça va, c'est pas très chaud. Donc, dans le bâtiment, comment est-ce qu'on subit la conduction, ou qu'on la subit ou qu'on la génère? Euh, Disons, quand on marche pieds nus sur le carrelage, donc là, directement, il y a une sensation de froid parce on a notre corps qui est en contact avec le carrelage froid. Et comment? Et voilà, les parois aussi. Donc, quand on se rapproche des parois, quand on va dans la salle de bain, que voilà, le carrelage, les parois du carrelage sont froides. Donc, ça, c'est la conduction. Ensuite, on a le rayonnement, typiquement le rayonnement solaire. Donc, c'est une masse
qui va émettre de la chaleur, diffuser de la chaleur d'une manière homogène, souvent douce, tranquille, comme les poêles de masse. Donc les poêles de masse, on met le feu dans le foyer et finalement c'est l'enveloppe du poêle de masse qui va chauffer, qui va absorber cette chaleur et qui va radier cette chaleur doucement dans la pièce. Donc ça c'est le rayonnement ou la radiation, qui n'est pas la convection. La convection, là on est dans autre chose. La convection, c'est de chauffer l'air en vrai. Donc c'est une résistance dans les convecteurs. Voilà, les convecteurs utilisent la convection comme système de chauffage. Donc c'est une résistance qui va chauffer de l'air, qui lui est apporté artificiellement ou pas, et qui va dégager cet air. Le problème avec la convection, c'est que l'air chaud va monter, il va finalement trouver le plafond, il va circuler comme ça, et il va faire un mouvement d'air qui est assez désagréable, voilà, que ne produit pas du tout le rayonnement. Et le deuxième problème avec la convection, c'est que quand on chauffe l'air, quand on chauffe que l'air, eh bien, dès qu'on éteint l'appareil, on a de nouveau froid, donc ça a servi pratiquement à rien. Voilà pour les modes de transmission de la chaleur. Souvent, ils fonctionnent ensemble avec une prédominante, donc plus radiant que convection, plus convection que rayonnement. Enfin voilà, donc souvent ça fonctionne ensemble, mais il y a des dominantes et il faut savoir les repérer un petit peu. Je continue donc avec les paramètres du confort thermique. Alors à quoi est-ce qu'on peut mesurer le confort thermique d'un habitat? Il y a plusieurs paramètres. Classiquement, la température de l'air. Donc voilà, il fait 20 degrés ou il fait 15 degrés, ça fait quand même une belle différence. La température des parois. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le taux d'humidité relative dans l'air, donc selon que l'air soit un peu humide ou très humide. Donc quand on rentre dans une cave, souvent, souvent il fait froid, on a cette sensation de froid parce que l'air est beaucoup plus humide qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Je regarde mes petites notes, le mouvement d'air. Donc voilà, si on a une étanchéité à l'air qui est bien faite, il n'y a pas de circulation d'air et du coup on a beaucoup plus cette sensation de confort thermique. On n'a pas les petits courants d'air frais qui viennent nous chatouiller les oreilles. Et il y a le facteur culturel aussi, qui est un paramètre à prendre en compte. Donc selon qu'on vienne d'un pays chaud, d'un pays froid, d'un pays tempéré, on n'a pas le même rapport à la température idéale. Et puis un facteur que j'aime bien, le facteur psychologique. Donc ça, je le détaillerai à la fin de la vidéo. Alors pour ce qui est de la température de l'air, pas besoin de vous faire un dessin. En règle générale, on calcule qu'à partir de 19 degrés, ou en hiver, on est dans une température assez confortable, et ça va jusqu'à 26 degrés en été, où voilà, au-delà de 26 degrés, on commence à être un petit peu dérangé par la chaleur. Et encore une fois, tout ça, ça dépend de l'humidité qu'il y a dans l'air, donc c'est variable. Mais pour à humidité égale et un mouvement d'air égal, on peut garder un petit peu ces notions 19 degrés, 26 degrés. Alors je prends les notes, hein. Cette température de l'air, il faut bien comprendre que l'idéal, c'est d'arriver à avoir cette température de l'air homogène, c'est-à-dire l'air chaud a tendance à monter, comme je l'ai dit tout à l'heure, et il faut arriver par des systèmes de radiation ou des systèmes de diffusion bien répartis de la chaleur, arriver à ce que ce soit vraiment toute la poche d'air intérieure qui soit à la même température, et pas qu'on ait froid en haut, enfin, qu'on ait chaud en haut et froid au pied, c'est pas très agréable. Et également, donc ça, si on veut, c'est un rapport vertical à la température. On cherche aussi à avoir un rapport horizontal, donc que dans toutes les pièces, ou à peu près dans toute la pièce de vie en tout cas, on est à la même température, et pas qu'en s'éloignant un petit peu du canapé, il commence à faire froid. Donc ça, c'est des petites choses à regarder en termes de température de l'air. Deuxièmement, on a dit température des parois. Donc la température de la paroi, c'est souvent peu regardé, c'est même ignoré, alors que c'est primordial. Primordial dans le sens où, à partir d'une différence de 4 degrés entre la paroi et l'air, on commence à sentir la différence. Et là, on ne parle plus de température de l'air, ce qui est la température du thermomètre, on parle de la température ressentie. Et cette température ressentie, c'est la moyenne entre la température de l'air, justement, et la température des parois. Je m'explique, je reprends l'exemple peut-être de la cave. Donc dans une cave avec les parois très froides, même si on chauffe beaucoup à l'intérieur, on va difficilement avoir la sensation de confort qu'on peut avoir dans une autre pièce, justement parce que les parois sont froides. Je ne sais pas si la cave, c'était le meilleur exemple, mais par exemple une maison en pierre, un château,
vous pouvez bien imaginer que voilà, s'il n'y a pas de parement intérieur, s'il n'y a pas d'isolation intérieure, on a vite ce ressenti. Donc, comment on calcule cette température ressentie? Eh bien, il suffit d'additionner température de l'air et température de la paroi, et on divise par 2. C'est la moyenne. Donc, exemple, avec une température de l'air à 20 degrés, température de la paroi à 18 degrés, la température ressentie est de 19 degrés. Okay, donc là, ça va, c'est pas mal, mais on voit vite qu'avec une température de l'air, par exemple, à 20 degrés et une température des parois à 14, donc on fait la somme, ça fait 34 divisé par 2, ça nous donne 17 degrés de température ressentie. Donc la température de l'air n'a pas changé, c'est vraiment la température de la paroi qui m'a donné une sensation de froid et qui fait que c'est désagréable. Donc il faut vraiment, vraiment bien regarder ça. Des solutions que peut apporter le bioclimatisme, c'est les murs chauffants. Voilà, les murs chauffants avec des résines chauffantes dans les murs, dans les planchers, dans les sols. Voilà, donc ça permet d'avoir une enveloppe qui a une bonne température. Et voilà, c'est beaucoup plus simple de chauffer un petit peu les parois que d'avoir à monter la température de l'air de 8 degrés, quoi. Donc faites ça. Quoi d'autre? Il y a aussi les enduits de correcteurs thermiques qui sont pas mal pour les parois. Donc je reprends l'exemple du château. Si on passe un enduit, souvent ce sont des enduits à la chaux aérienne et chambre, à la chaude-vote. Donc une bonne épaisseur d'enduit, bon, ça fait 5 cm, on peut voilà, de 2 à 5 cm, pas pour isoler, mais justement pour réchauffer, si on veut, la température de la paroi pour avoir un meilleur ressenti dans l'habitat. Voilà, donc ça c'était pour les températures des parois. L'humidité de l'air est un facteur assez important. Je vais éviter de reprendre l'exemple de la cave, mais vous avez compris que quand on rentre dans la salle de bain, par exemple, après avoir pris la douche, voilà, l'air est vite très étouffant, en plus d'être chaud. Plus l'air est humide, plus l'air est étouffant. Et je vais regarder tout de suite ce que j'ai marqué comme petite note là-dessus. Euh, voilà, ben, grosso modo, c'est ça. Grosso modo, c'est ça. C'est vrai que quand il fait froid, l'air a tendance à concentrer moins d'humidité. Donc, il y a beaucoup plus d'humidité dans l'air dans les pays chauds, tropicaux ou dans les périodes chaudes que dans les autres. Exemple, en hiver, quand il fait froid, vous voyez que cette humidité, elle se concentre jusqu'à un certain point, donc elle forme le brouillard, et puis après, elle retombe au sol et elle se condense. Donc voilà, l'air ne peut pas contenir toute cette humidité. On la voit vraiment qui flotte, qui est en suspens dans le brouillard, par exemple. On dit que en dessous de 20% d'humidité dans l'air, c'est une ambiance assez sèche. On commence à avoir le nez qui gratte, la gorge sèche, c'est pas très très agréable. On essaie plutôt d'être voilà, d'être entre 35 et 70 degrés. Là, on est pas mal. Et au-dessus de 82, pas degrés, pardon, entre 35 et 70% d'humidité dans l'air. Et puis au-dessus de 80% d'humidité, là, on commence à être dans l'inconfort et puis c'est vraiment dérangeant. Presque insupportable. Alors, les solutions pour ça, créer des mouvements d'air, arriver à faire circuler l'air, recycler l'air intérieur, donc faire sortir l'humidité de l'intérieur pour l'amener à l'extérieur et faire rentrer de l'air plus sec de l'extérieur, ça c'est une solution. Et puis, voilà, donc grosso modo c'est ça. J'avais marqué comme exemple aussi que de la condensation, pardon, quand on met sa soupe chaude au frigo et que d'un seul coup on commence à voir que ça condense de tous les côtés parce que la soupe était encore chaude et toute cette humidité contenue dans l'air, eh ben, le froid a fait qu'elle s'est condensée. Voilà, c'était une petite parenthèse pour vous dire ce que j'avais marqué dans mes notes. Les mouvements d'air, aussi importants. Donc, s'ils accélèrent les échanges thermiques, c'est-à-dire que s'il fait froid dehors et qu'il y a un mouvement d'air qui se fait dans la maison avec l'extérieur, ben vous avez compris que voilà, toute la chaleur de l'intérieur va sortir et c'est désagréable en plus de faire du courant d'air. Donc, thermiquement, c'est pas très conseillé. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut éviter la convection notamment. Okay, je rappelle la convection, les mouvements d'air circulaires qui sont dérangeants. Quoi d'autre? Top, hop, 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 hop. Alors, par quoi sont créés les mouvements d'air? Je viens de le dire, il fait froid dehors, il fait chaud dedans.
mauvaise étanchéité à l'air. Ça peut aussi être dû à une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Donc ça peut être des vents ou une dépression. Voilà, une dépression, ça peut être causé par un poêle, par exemple, un poêle qui chauffe à l'intérieur. Et encore une fois, cet air expansé qui est à l'intérieur va pousser pour sortir. Et en sortant ou en se contractant de nouveau, c'est l'air froid qui va rentrer à son tour. Les solutions étanchéité à l'air, c'est-à-dire bien faire tous les raccords par vapeur de sa maison, surveiller les menuiseries. Le tour des menuiseries, c'est vraiment là où il y a le plus de passage thermique ou d'échange thermique par mouvement d'air. Et voilà, éviter les convecteurs. Ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Très bien, on est presque au bout des paramètres pour évaluer le confort thermique. Je parlais du paramètre culturel, donc ça j'ai vite fait détailler, mais il n'y a pas grand-chose de plus à en dire. C'est-à-dire que voilà, selon les habitudes qu'on a ou qu'on prend, on a besoin, on dort avec la fenêtre ouverte, on dort avec une grosse couette, on dort nu éventuellement. Donc tout ça, c'est des paramètres très personnels qui sont quand même à prendre en compte quand vous commencez la conception de votre maison, puisque tous les facteurs bioclimatiques sont à prendre en compte dès la conception de la maison. Et le plus tôt, le mieux, dans la mesure où tous les changements auxquels vous aurez procédé avant la construction de la maison vont vous faire gagner en consommation d'énergie durant toute la vie de la maison. Donc c'est assez, voilà, c'est vraiment, vraiment central. Et il ne faut pas non plus oublier que... ah bah si, j'ai oublié. Donc ça me reviendra, je vous le dirai tout à l'heure. Je finis le facteur psychologique qui va faire qu'on se sente bien ou qu'on se sente mal quelque part. Alors, effectivement, moi j'aime bien, je trouve ça assez sympa à savoir que les couleurs vont influer beaucoup sur le ressenti de la température de l'air ou des images. Donc, si vous êtes à l'extérieur, il fait froid, vous voyez l'image d'un feu, ça va vous réchauffer même si vous ne percevez pas les calories de ce feu. Et de la même manière, si vous êtes à l'intérieur, il fait chaud et que vous voyez une cascade qui coule sur votre écran de télévision, et ben ça va procurer une sensation de fraîcheur. Donc c'est pas négligeable, voilà, quant au choix des couleurs selon les différentes pièces de la maison. Et puis des goûts, voilà, on va rester dans le bon goût quand même, mais c'est toujours bon à savoir. Quasiment tout ce qu'on peut dire sur le confort thermique, en tout cas c'est les grandes lignes. Je vous rappelle que moi mon idée c'est de faire simple et efficace. Si vous avez d'autres questions pour approfondir, vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Il y a certainement des choses que j'ai oubliées, ça arrive à tout le monde, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Et en termes de confort thermique, par exemple, voilà, la prise d'alcool, la prise de drogue, ça peut aussi changer votre perception et votre ressenti par rapport à la température, donc pourquoi pas le dire. Mais c'est peut-être pas les solutions que je préconise sur le long terme, c'est pas super friendly. Et voilà, on arrive au bout de cette première vidéo sur le confort thermique. N'oubliez pas si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, faites-le moi savoir dans les commentaires, vraiment écrivez-moi des commentaires, ça me ferait super plaisir d'y répondre et puis voilà, ça permettrait aussi de développer un peu une relation entre nous. Et voilà, je vous donne rendez-vous aux prochains épisodes. En attendant, si je vous manque durant ces 2 jours, n'hésitez pas à faire un tour sur mon blog faisons-le-mur.com. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Abonnez-vous. Oups, je fais tomber le stylo.